Bonsoir et bienvenue à tous. Il y a 43 ans, un référendum organisé dans la République fédérale donnait lieu à la naissance de la République unie du Cameroun. Oui, la République unie. Ce caractère unitaire, bien que n'apparaissant plus dans l'appellation du Cameroun depuis 1984 à la faveur d'un décret présidentiel, est tout de même marqué de marbre dans la Constitution du 18 janvier 1996, dans son article 1er, alinéa 2, la République du Cameroun est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale. Mais quel est donc le sens de cette unité nationale aujourd'hui, 4 décennies après? Le récent scandale de l'IRIC avec son paravent de méritocratie régionale, ou encore la récente sortie des avocats anglophones, ne sont-ils pas de nature à questionner le fondement de cette unité nationale aujourd'hui? 237 le débat ouvre justement le débat ce soir pour interroger les politiques publiques en matière de renforcement d'unité nationale, question d'en relever quelques anachronismes afin de suggérer des approches qui permettraient de garantir cet idéal si chèrement acquis, qui fonde le devenir commun des plus de 20 millions de Camerounais que nous sommes. Merci madame, messieurs, de nous recevoir chez vous. Pour décrypter ce sujet, nous avons choisi de donner la parole à des universitaires. Ils sont hommes politiques ou de la société civile. Richard Coco, bonsoir. Bonsoir Duval et bonsoir à tous les téléspectateurs de votre télévision, Equinox TV. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes analyste politique, auteur de plusieurs publications sur les questions de politique nationale et internationale, même si je ne peux m'empêcher de préciser que vous restez un militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ne vous empêchez pas alors. Merci Richard Coco d'être venu sur ce plateau. Alain Foguet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Merci et bonsoir à vous, aux téléspectateurs. Vous êtes universitaire, spécialiste de géostratégie. On n'a pas fini de parler de votre ouvrage Enjeux géostratégiques et conflits politiques en Afrique noire aux éditions Harmattan. Pas besoin de rappeler que vous êtes cadre du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. C'est cela. Merci également à vous d'être venu. Barista Athiou Dilius, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Oui, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, oui, ancien membre du Conseil de l'Ordre, oui, et ancien trésorier de l'Ordre des avocats du Cameroun. Effectivement. Merci d'avoir accepté cette invitation. Hilaire Kanga, bonsoir. Bonsoir citoyens et bonsoir à tous les citoyens par millions qui nous regardent et qui ont toujours hâte de savoir que l'alternance n'est plus pour longtemps au Cameroun. Vous êtes secrétaire permanent de la plateforme de la société civile pour la démocratie au Cameroun, secrétaire exécutif du RONACO, c'est le réseau des observateurs nationaux d'Afrique centrale et occidentale et j'en passe. Je commence immédiatement avec vous, Hilaire Kanga. Je suis entouré d'universitaires et bien évidemment, dans l'approche universitaire, on commence par la définition des concepts. Comment entendez-vous l'expression unité nationale ? L'unité nationale, comment on entend cela? Je pense que c'est le fait pour un espace, pour les citoyens d'un espace politique donné, de se sentir ensemble, de sentir un vivre ensemble qui leur permet de réaliser un moi national générant des ressources et des bénéfices qui sont partagés équitablement aux uns et aux autres. L'unité nationale, au-delà d'un fait conceptuel et essentiellement politique ou analytique, doit être un fait vécu et un fait réel, c'est-à-dire le sentiment d'appartenance à un tout. Parce que l'État, quand on dit l'unité nationale, c'est par rapport à une nation, donc par rapport à l'État. Et l'État, comme vous le savez, c'est un territoire, une population et une autorité. Donc l'unité nationale, pour moi, c'est le fait de se sentir... pour cette population, de sentir un, si on peut parler en ces termes, de sentir un sur le territoire donné, au-delà des considérations de type ethnique, clanique et autres. Est-ce que plus de 40 ans après, cela est réalisé? Je n'en sais rien. Mais c'est de cela qu'il est question dans le courant de cette émission 237, le débat. Alors, Richard Coco, unité nationale, intégration nationale, il y a parfois comme une espèce de chevauchement entre les deux notions. Ouais, ça ne se devrait pas, parce que c'est l'intégration nationale qui permet d'arriver à l'unité nationale.
c'est parce que au départ, nous sommes des entités différentes et avec des aspirations différentes qu'on essaye de mettre ensemble pour créer ce qu'on peut appeler l'unité nationale. C'est-à-dire que tout le monde regarde dans le même sens, tout le monde est soumis au même effort pour obtenir les mêmes bénéfices par la suite. Donc pour moi, il n'y a pas de contradiction entre intégration, qui est une politique qui devrait conduire à l'unité nationale. Lorsque l'intégration est réussie, on aboutit à l'unité nationale. Alain Foué, la récente actualité nous offre quand même quelques faits qui remettent au goût du jour la question de l'unité nationale. Est-ce que ce serait maladroit dans ce cas de citer, est-ce qu'il convient désormais d'appeler le scandale lyrique pour faire l'état des lieux en ce qui concerne les questions d'unité nationale aujourd'hui? Je pense que le scandale fabriqué et produit en Mondovision par le gouvernement allyrique est l'exemple même de l'anachronisme et surtout des paradoxes qui nous amènent à voir qu'entre le discours officiel sur l'unité nationale et les pratiques, il y a un gouffre. Comment pouvez-vous comprendre que dans un concours qui se veut national, que l'on invoque, que le ministre de l'Enseignement supérieur invoque le mérite régional pour justifier qu'un candidat qui était parmi les premiers au niveau national voit son nom disparaître? Je pense que le ministre peut-être n'a pas bien fait sa mathématique au collège, parce que la région est un sous-ensemble de l'ensemble national. Si un candidat est sur la liste nationale deuxième, on ne peut jamais mettre l'ensemble dans le sous-ensemble. C'est-à-dire que le deuxième du niveau national ne peut jamais ne pas figurer sur... ne peut ne pas être premier sur la liste régionale. Donc, c'est en réalité, ce scandale-là met en lumière, on pourrait quitter le lyrique, aller dans toutes les autres écoles, aller aussi dans les nominations, parce que c'est amusant lorsqu'on entend parler d'équilibre régional. Une fois que les candidats sont entrés, dit-on, par équilibre régional, comment les nomme-t-on? Il y a des villages à qui on confie le service du maintien du matériel rouillé des ministères, à d'autres on confie le service des voyages officiels, enfin des choses valorisantes. Et quand on dit qu'on équilibre, on met les mêmes au service des pièces rouillées et les mêmes sont ministres de la Défense, sont ministres de l'économie, sont ainsi de suite. Mais au-delà des postes, ce n'est pas un problème de poste. Mon entendement de l'unité nationale, c'est le sentiment qu'un citoyen doit avoir dans un pays de la nécessité pour tout le monde d'être... que les citoyens soient égaux devant la loi. C'est d'abord un problème du rapport à la loi. Si il y a la notion de citoyen, ça renvoie à l'idée que nous sommes astreints aux mêmes obligations et aux mêmes devoirs. C'est quand on veut contourner cette réalité-là qu'on cherche donc des raccourcis du type on prend quelqu'un qui a eu le brevet et on le met avec quelqu'un qui a eu la licence dans l'optique. Non. Il y a dans l'organisation de notre pays des situations qui vous étrangle de rage quand vous allez dans l'arrière-pays. Allez dans l'extrême nord, allez dans l'est du Cameroun, vous verrez des situations impossibles. Mais ce n'est pas par l'équilibre régional qu'on peut les régler. Il faut des politiques volontaristes qui permettent de donner les mêmes chances à l'enfant de Kalfou qu'à l'enfant de Batoufam. Il faut une politique volontariste qui permette aux jeunes élèves qui est à Fonfouka d'avoir le même accès à l'école que celui qui est à Bastos. Voilà les politiques volontaristes qui pourraient permettre de sortir de cette logique d'équilibre régional qui est utilisée par le pouvoir pour mettre à de bonnes places dans la société, pour entretenir sa reproduction administrative et politique. Autrement dit, de votre point de vue, ce système d'équilibre régional qui a été institué pour lutter contre les injustices et les inégalités, cette loi a plutôt... ça a été dévoyé. Ça a été dévoyé. On va analyser cela dans le courant de cette émission. Maître Achou Djilius, est-ce qu'on pourrait, toujours en prenant des exemples, des faits d'actualité qui questionnent la problématique de l'unité nationale aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait ajouter la récente sortie des avocats anglophones? Vous savez, je constate que les universitaires
c'est Trump en ce qui concerne l'unité nationale. Ils ont oublié notre histoire. Ils ont oublié qu'en 1972, il y a eu un référendum dans lequel on a décidé, des États fédérés ont décidé de s'unir pour devenir un seul. C'est ça l'unité nationale qu'on célèbre de ces jours. C'est ça le 20 mai. Ce n'est pas une histoire des villages ou des copains ou des tribus ou des régions. Là, vous rappelez des régions du 20 mai, oui. Eux, ils Le 20 mai, définissent l'expression unité nationale. nous parlons d'unité nationale. C'est prévenu de quoi? Du fait que des États ont décidé, n'est-ce pas, de se joindre pour devenir un seul. C'est ça l'unité nationale du Cameroun. C'est ça la base. Bon, on a constaté que, pour des raisons que nous ne maîtrisons pas, cette idée, cette notion a évolué, surtout dans la zone francophone. D'où les anglophones ne comprennent pas pourquoi on crie que nous anglophones sommes marginalisés. Vous ne pouvez pas savoir. Les gens, il est difficile pour les gens comprendre ce que nous assistons dans la zone anglophone. Pour nous, l'unité nationale, c'est le fait qu'on a décidé, n'est-ce pas, de joindre nos frères les francophones pour créer un seul pays. C'est ça. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Ce que vous ajoutez là, vraiment, nous les anglophones ne comprenons pas. C'est difficile pour nous comprendre. Et vous nous comprenez aussi parce que on avait notre spécification, on avait notre façon de faire. On a décidé d'abandonner un certain nombre parce que nous sommes avec nos frères. Il faut nous comprendre aussi. Tant que vous ne nous comprenez pas, c'est difficile, n'est-ce pas, qu'on parle d'unité nationale. Parce que c'est ça la base. Et lorsque je regarde, parce que j'ai fait 25 ans ici à Douala, je suis parti dans les écoles primaires et secondaires. Je constate une chose. On n'enseigne pas l'histoire du Cameroun. Les enfants ne connaissent même pas qu'il y a eu même des Cameroun à une certaine époque. Et c'est ça où ça nous blesse. Ça cela veut dire que les actions qu'on mène dans la zone anglophone, pour nous frustrer, n'est-ce pas, ont été faites en dessin. Parce que je vois les universités, ils parlent de l'unité nationale, mais ils ne parlent pas de ça. Ça veut dire que dans leur tête, ça n'existe pas. Ils ont oublié. Alors, on va revenir sur, peut-être pour préciser cette question. Mais sur la question que je pose, la récente sortie des avocats anglophones, pour vous, est-ce que c'est un problème par rapport à la question de l'unité nationale? Effectivement. Et comment? Vous savez, nous avons le système de common law qui a existé pendant presque 50 ans dans la zone anglophone. Donc, dans ce système, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas changer parce que le système est fait comme ça. Comme le Cameroun n'a pas voulu, n'est-ce pas, harmoniser tout, le système est fait comme ça. Donc, il faut imaginer qu'un magistrat qui est affecté dans la zone anglophone, il vient au tribunal, il décide de parler en français, alors que l'homme de la rue qui est là, qui doit être jugé, ne comprend pas ce qu'il dit. Ça, c'est un abus. Il y a le magistrat francophone qu'on envoie dans la zone anglophone qui décide de rédiger leurs décisions en français. C'est pour exécuter où? Ça va poser problème d'exécution en fin de compte. C'est à cause de ça qu'on a estimé que, mais, quelle est cette histoire? Donc, ça veut dire qu'il y a un problème fondamental. Et comment faire pour régler ce problème fondamental? Il est temps. Parce que, à l'époque, nos parents étaient des instituteurs, n'étaient pas vraiment des intellectuels. Il est temps pour nous, les Camerounais intellectuels, de s'asseoir, mais pour prendre des lois qui sont conformes à nos réalités. D'où la première résolution, meilleure résolution que nous avons sortie, c'est la création d'une commission de réforme de loi dans ce pays. Alors, on va parler tout à l'heure des solutions ou des suggestions qu'il faut faire dans le sens de répondre à ces préoccupations-là. Il y a peut-être, du point de vue de Maître Atchoudjilus, un certain nombre d'amalgames, peut-être qu'il faudrait clarifier. Hilaire Kamga, lui, il estime que lorsqu'on parle d'unité nationale, il faut revenir à l'historique, à l'histoire du 20 mai 1972 pour se souvenir que ce jour-là, les Camerounais de l'ex-république fédérale du Cameroun, je veux dire des deux États fédérés du Cameroun, occidental et oriental, avaient décidé au cours de ce référendum de se mettre ensemble au sein d'un État unitaire. Et de son point de vue, c'est ça, le 20 mai, c'est ça l'unité nationale. Et que de son point de vue, la considération ou la définition que vous avez apportée à la notion d'unité nationale lui paraît un tout petit peu superficielle, pour ne pas dire essentiellement littéraire. Non, disons que maître, je comprends maître, mais on ne peut pas avoir cette lecture essentiellement spécieuse de la question. L'unité nationale, la définition tout à l'heure, l'essai des définitions que j'ai essayé de donner et qui a été complété par Alain Fauguet, restait dans le contexte.
Maintenant, si on doit élargir, on devrait pouvoir comprendre de manière claire que l'unité nationale, dans l'unité nationale, il y a l'unité politique, il y a l'unité sociologique. Hein? L'unité politique qui est consacrée en 1972 du fait de l'existence préalable de deux États fabriqués qui sont aussi nés de notre histoire, c'est-à-dire que celle de la mise sous mandat par les Nations Unies des deux territoires camerounais, anglophones et francophones. Cette unité qui arrive en 1972 est précédée par une autre volonté unitaire qui est consacrée tout aussi par des textes qui ne considèrent pas seulement la problématique anglophone-francophone, mais qui considèrent la problématique ethnique qui est fondamentale, qui est une réalité. À la réalité. Donc, on ne peut pas avoir une lecture essentiellement anglophone, francophone. Non, je suis totalement d'accord avec vous. D'ailleurs, j'ai une voiture qui est dans mon parking depuis au moins 5 ans aujourd'hui. Elle y est restée parce que justement, j'ai fait une mission dans le nord-ouest, où j'ai découvert un village qui appartient justement où les premiers ministres sortent de là. Et il n'est pas possible d'y circuler. Mais cette réalité qui est une évidence, qui est un truisme que de l'affirmer, se vit aussi dans la plupart des localités du Cameroun. Le problème anglophone est un problème réel. On ne peut pas penser le problème, l'unité nationale, sans mettre sur la table, au vu d'une discussion réelle, le problème anglophone. Mais quand on a fini de dire ça, les questions de l'unité sociologique, comprendre qu'on appartient à une même unité sociologique, essayer, c'est-à-dire ce formatage qu'on a essayé de travailler depuis 1900, au sorties des indépendances, les arrêter, parce qu'en fait, on n'a pas de loi tout à l'heure, ce n'est pas des lois, c'est en dehors de la loi fondamentale, tout ce qui organise cette histoire d'équilibre régional, c'est soit des décrets, soit des arrêtés. À la réalité. Or, ces décrets-là, ces arrêtés, ces textes réglementaires-là, ne traitent pas de la question anglophone-francophone. Essayent de dire on est dans un même ensemble, on est dans un État unitaire, et il faudrait qu'on donne les mêmes chances aux uns et aux autres, ce qui est totalement fantaisiste, et on crée des quotas pour les différentes provinces de l'époque, encore que là, encore du point de vue juridique, ça pose un problème, puisque même dans la loi concernant, même dans la Constitution, on n'a pas dit qu'il n'y a pas une disposition transitoire qui... Donc il ne faut pas considérer l'unité nationale seulement sous le prisme de j'ai failli dire, de ce manichéisme francophone-anglophone, mais il faudrait également prendre en compte les différences sociologiques à l'intérieur de l'État du Cameroun. C'est non seulement un impératif, mais cela aussi épouse le discours politique, même si c'est à des desseins différents, qui est en vigueur aujourd'hui. C'est-à-dire que le sentiment de vivre ensemble dans une unité politique qu'on appelle le Cameroun. Or, ce sentiment de vivre ensemble, des gens ont essayé de traduire ça dans la Constitution en créant justement un sentiment de vivre différemment, de se considérer comme différent, c'est-à-dire avec les concepts d'allogène, d'autochtonie et autres grandes cités qui devraient être par des autochtones. Donc ces concepts qui ont été constitutionnalisés sont la négation de cette volonté de construire un vivre ensemble national. L'élaboration, c'est-à-dire la mise en application des quotas que le MINFOPRA, je crois que c'est ce ministère-là de fonction publique qui avait sorti cet arrêté, ce fameux arrêté pour définir les quotas par région. Ça aussi, 40 ans après, c'est une négation d'une volonté de vivre ensemble, puisque, comme le disait le professeur Fouquet tout à l'heure, la manipulation qui en est faite sur le terrain crée plus de frustration et de sentiment d'appartenance à des communautés ethniques différentes et donc à des pays totalement différents qui n'ont pas de point d'ancrage fondamental. Alors, docteur Alain Fouquet, sur cette question, parce qu'il faut qu'on se comprenne bien, j'ai voulu qu'on prenne un ou deux exemples qui peuvent permettre de bien cerner cette notion je veux dire quoi, d'unité nationale. Parce que quand on parle de la question, cette doléance des avocats anglophones, cela remet donc sur la sellette cette affaire francophone-anglophone, et donc rejoint la question d'unité nationale. Mais en même temps, j'ai pris l'exemple, j'ai voulu proposer l'exemple lyrique, parce que là encore, on a estimé que c'était un problème, un élément qui menaçait l'unité nationale. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord, tout au moins, que ces deux exemples qui ont été pris peuvent nous permettre de bien disserter sur la question d'unité nationale, dans le sens de peut-être relever ces anachronismes-là et peut-être suggérer des solutions à la fin de cette émission, dans le sens justement de permettre une consolidation de l'unité nationale. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord au moins que ce sont des exemples qui peuvent permettre de toucher de façon pratique la question de l'unité nationale? Tout à l'heure, vous m'avez présenté comme Alain Fouquet, membre du MRC.
ça ne me posait aucun problème. Mais après, vous venez de dire, docteur Foguet, non, je dois rétablir professeur Foguet. Si vous prenez dans l'angle universitaire, mais je suis là, je parle au nom je représente du MRC. Corrigé. Mais si vous voulez prendre le grade universitaire, c'est professeur. Non, je voulais avant toute chose dire à Maître que Maître peut-être a oublié que nous ne répondions qu'aux questions qui nous étaient posées. Nous ne pouvions pas disserter en dehors de la question. Maintenant, s'il faut parler de la question anglophone, le MRC, lors de sa première sortie, c'est écrit, les écrits sont là. Dans l'un des piliers, le pilier républicain de notre parti, le vivre ensemble, la question anglophone est une vraie question politique. Le moment venu, le MRC dira davantage qu'est-ce qu'il entend faire et qu'est-ce qu'il entend proposer sur cette question. Mais la question de l'unité ne peut pas être réduite simplement à la question anglophone. Je crois qu'en réparant la question anglophone, on créera d'autres problèmes. Encore que, nous pensons que si il est incontestable, les exemples sont légion, s'il est incontestable que dans le fonctionnement de notre administration au quotidien, nos compatriotes d'expression anglaise souffrent des lacunes de l'administration. Il y a là tellement de choses qu'on peut reprendre. Hein. Ça, c'est une réalité qu'il faut corriger. Mais qu'il faut corriger par un travail politique. Mais je tiens quand même à rappeler à Maître, qui est du RDPC, que son camarade Yann Philémon est Premier ministre de ce pays. Depuis, je ne sais pas combien d'années, là, ça va faire 10 ans. Dans ses multiples réunions ministérielles, il n'a jamais mis ça à l'agenda. A-t-il oublié qu'il est anglophone? Et les autres anglophones qui sont aux affaires, quand ils organisent la vie au quotidien, ils oublient peut-être qu'il y a cette question anglophone. Donc nous, au MSC, nous pensons que c'est un problème, qu'il faut le regarder de près, mais qu'il ne faut pas le regarder en allant dans une direction qui visera à créer plus de problèmes qu'on ne veut régler. Ceci étant dit, la question de l'unité nationale déborde largement, parce que lorsque vous prenez la constitution du Cameroun, Maître, la disposition qui concerne le conseil régional, il est dit que pour être président du conseil régional, il faut être originaire de la région. Il faut être originaire de la région. C'est un scandale en République. C'est un déni du statut de citoyen. Tout à fait. C'est un authentique déni du statut de citoyen. Le citoyen a des obligations et des droits. C'est ça qui crée même, c'est ça qui est à la base même de l'unité. C'est pour démontrer quoi par rapport à la question que j'ai posée à Foguet. Parce que la question que je posais, c'est, en prenant l'exemple de la doléance des avocats anglophones et puis le scandale lyrique, est-ce qu'il faut y voir deux questions différentes ou bien il y a comme une espèce d'émulateur commun qui renverrait à la question de l'unité nationale? Mais on est là en plein, les deux questions. La question anglophone qui est légitime d'un point de vue politique. La question des fraudes et des tricheries de lyrique, puisqu'il s'agit bien de ça. Il s'agit d'un concours dans lequel des pontes du pouvoir inscrivent leurs enfants sur les listes pendant que d'autres s'échinent à passer les concours sous le couvert de l'équilibre régional. Ça met en lumière les incongruités du système. Ça met en lumière le fait que le discours sur l'intégration n'est plus adapté aux défis de l'heure. Parce que lorsque on a fait les textes sur l'intégration, sur l'équilibre régional, on ne pensait pas on ne visait pas l'enfant d'un gouverneur qui prendrait la place d'une jeune fille issue d'une famille populaire. Non, c'était quelque chose de plus vaste. Sauf que ceux qui sont au pouvoir l'utilisent
Et vous verrez d'ailleurs que dans ce concours, après ce qu'on a appelé la magnanimité du président de la République, je pensais qu'un président de la République avait fort à faire que de s'occuper de petits concours d'entrée dans l'administration. Mais quand on a terminé, au lieu d'avoir donc le nombre 21 candidats, ils ont réussi quand même à injecter encore un candidat qui ne figurait pas sur la liste. Et ça vient aggraver le sentiment d'injustice qui nuit dangereusement à l'idée d'unité nationale. Parce que nos compatriotes anglophones, c'est le sentiment d'injustice qui les amène à demander le débat sur la prise en compte des conditions dans leur système juridique, par exemple. Tout à fait. Ils ont tout à fait le droit. Richard Coco, Je pensais que vous avez invité le professeur Alain Foguet et pas le militant de la MRC. Parce que je crois que ce sujet est un sujet qui devrait être dénué de toute coloration politique. C'est un sujet trop important pour qu'on vienne ici parler de sa chapelle. Bon, moi je suis un peu... J'ai préféré le début de son propos, mais à la fin, bon, comme il faut absolument qu'il tire un peu sur les RDPC, moi je lui répondrai tout simplement que c'est normal qu'un président soit près de sa population. Un président ne doit pas être à 1000 lieues de sa population, donc les problèmes au quotidien peuvent aussi l'interpeller. Mais pour revenir à ce que nous disions, je pense, contrairement à ce qu'a dit le professeur Foguet, et je pense que pour la clarté de votre débat, il ne faut pas mélanger les deux sujets. C'est pour ça que j'ai tenu à poser la question. Je pense qu'il ne faut pas mélanger. Ce sont deux éléments différents, ou bien ils peuvent avoir un dénominateur commun qui débouche sur la question de l'unité nationale qui permettrait... Je pense qu'il ne faut pas mélanger les deux, parce que le problème que vous avez soulevé sur... le second problème, le problème de l'IRIC est un épiphénomène. Je veux dire que c'est un problème administratif qui, pour moi, ne peut pas avoir la même importance que le problème anglophone. Il ne faut pas... arrêtons de mélanger. Quelque part, il y a eu... Je ne veux pas qualifier ce qui s'est passé à l'IRIC. Je trouve que c'est un scandale. Il ne faut pas ce genre de choses, il ne faut pas le faire. Mais on ne peut pas le mettre sur le même plan que la question anglophone. La question anglophone est 100 fois plus importante que ce qui s'est passé à l'IRIC. Ce qui s'est passé à l'IRIC peut se corriger d'un revers de la main, si on le désire. C'est-à-dire que ça, c'est rien. Mais le problème anglophone est un problème plus profond. Alors, dans ce cas, c'est un problème véritablement profond. Alors, dans ce cas, je suggère, à mon sens, je suggère d'abord qu'on évacue donc la question, même si vous trouvez que c'est un épiphénomène, qu'on évacue cette affaire de l'IRIC-là, et puis qu'on revienne, puisque c'est ce que vous proposez par exemple, sur la question anglophone. Sur la question de l'IRIC, je pose la question parce que, en préparant l'émission, j'ai dû observer qu'il y a un certain nombre de textes, qui sont présentés comme des textes qui, justement, encadraient ce qu'on appelle la méritocratie régionale, pour reprendre les là, vous parlez d'un problème pour lequel nous sommes ici, c'est-à-dire le problème de l'équilibre régional. Oui. Bon, alors, si c'est ça que vous appelez le problème, pour moi, le problème, si vous voulez, dans le problème de l'IRIC, il y a deux problèmes, alors. Il y a deux problèmes. Parce que le premier, l'équilibre régional, ne concerne pas que le problème de l'IRIC. C'est un problème général à tous les concours au Cameroun. Comme il disait tout à l'heure, c'est un problème, voilà, exactement. C'est un problème qui dépasse de loin la question de l'IRIC. Donc maintenant, si vous voulez parler de l'équilibre régional, oui, je pense que nous sommes là pour en débattre. Et vraiment, ce serait intéressant d'en débattre. Et peut-être pour prolonger la réflexion, je dirais que ma position par rapport à l'équilibre régional est connue. J'ai toujours été contre cette affaire qui, pour moi, cause plus de problèmes que n'en règle. Donc, pour moi, véritablement, Mais cette position tient à quoi? Cette position tient à la loi elle-même telle qu'elle a été conçue pour lutter contre les injustices, ou bien cette position tient à la pratique? Cette position, déjà sur le plan de la théorie, cette position tient au fait que la politique de l'équilibre régional, c'est une politique qui avait été décidée à une époque pour résoudre un problème ponctuel, qui n'aurait pas, à mon sens, qui n'aurait pas dû excéder 10 années au Cameroun, c'est-à-dire la période après l'indépendance jusqu'aux années 70, qui s'expliquait par le fait que on voulait que tout le monde participe à l'élaboration, à la construction, à la mise sur pied d'un État national au Cameroun. Ce qui est tout à fait compréhensible. À l'époque, c'était normal que, pour que chaque partie du Cameroun se sente concernée, qu'il y ait quand même des représentants de cette partie du Cameroun qui mettent la main à la pâte. C'était tout à fait normal. Mais aujourd'hui, ça ne se justifie plus. Qu'est-ce qui explique qu'on ait encore besoin aujourd'hui que tout le monde
hein, quel que soit son niveau, quel que soit son grade, participe à cette affaire, à la construction nationale. Moi, je dis, aujourd'hui, nous avons des gens qui sont tout à fait capables, qui se sentent parfaitement camerounais, même s'ils n'ont pas un ministre à la tête du gouvernement. Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, si vous me demandez, moi qui suis je citerai pas mon bled, mais si vous me demandez choisir entre avoir un ministre au gouvernement et avoir 2 kilomètres de route goudronnée, je vous dis, la question se pose même pas. Donnez-moi mes 2 kilomètres de route goudronnée. Donc, je pense que ce qui était vrai autrefois, parce que nous sortions d'une période où il n'y avait pratiquement pas de nationaux pour s'occuper du pays, qui était vrai à cette époque-là, ne l'est plus aujourd'hui. Il faut que nous ayons le courage de mettre un terme à cette affaire, qui aujourd'hui cause plus de problèmes que n'apporte de solution à la situation. Alors, Maître Atchiou-Djilous, sur la question, sur l'esprit de cette loi-là, je crois que on a parlé d'abord du décret présidentiel de 1975, qui prévoit donc la répartition des places pour les concours de la fonction publique et qui devait tenir compte de la région d'origine des parents. Ensuite, il y a eu ce décret de 2000 fixant les régimes des concours administratifs. Il semble qu'il y a eu d'autres textes comme la loi d'orientation de l'enseignement supérieur, entre autres. Donc ces textes-là, cet arsenal juridique législatif a été mis en place pour, dit-on, assurer la représentativité des différentes composantes sociologiques du Cameroun. Sur l'esprit, on peut être d'accord? Non, moi je ne peux pas être d'accord, même avec l'esprit d'un tel texte. Des textes comme ça, parce que, d'après mes recherches, ces textes ont été adoptés parce que on avait constaté, surtout dans la zone francophone, que le plus intelligent était des Bamileke. Donc dans tous les concours, il n'y avait que des Bamileke. Donc on a instauré ces textes pour le contrôler. Mais de nos jours, les choses ont changé. De telle sorte que c'est la compétence que nous voulons. Peu importe, n'est-ce pas, là où vous sortez, n'est-ce pas, si vous êtes compétent, on doit te placer là. À la place qu'il faut. D'où, nous les enfants ne comprenons pas. Comment on veut privilégier, n'est-ce pas, la médiocrité, n'est-ce pas, au lieu, n'est-ce pas, de la compétence. Vous savez, à cause de ces textes, on traite l'anglophone comme un subit. Parce qu'on veut faire les balances, on dit, il y a combien d'anglophones là? On choisit 1, 2 ou 3, on met. On dit que bon, voilà le subit des anglos. Quand on regarde ça, nous ne comprenons pas parce que dans notre système avant, c'était pas comme ça. On n'avait pas de tribu. On n'avait que la compétence. Rien que la compétence qui déterminait qui devait être où. Mais vous savez, nous sommes en train de subir la dictature de la majorité. Parce que nous sommes dans une démocratie. Il y a plus de francophones que les anglophones. Et il a fallu que beaucoup d'anglophones parmi nous, n'est-ce pas, sont venus grandir dans la zone francophone pour comprendre comment ça se passe ici. On a considéré que oui, c'est dans vos mentalités que c'est comme ça. mais c'est pour une raison qu'on ne peut pas vous blâmer. On constate que c'est un problème camerounais et de telle sorte que si on soulève, n'est-ce pas, cette incohérence, les intellectuels doivent s'asseoir, n'est-ce pas, pour chercher des textes. Donc vous reconnaissez comme Richard Coco que c'est un texte qui est anachronique. Il est dépassé. Bien sûr, il est dépassé. Mais le problème, d'abord, au-delà du texte qui est dépassé, on est en pleine hérésie juridique. D'où vient-il aujourd'hui qu'on prenne des textes réglementaires, on les met au même niveau que des textes, que le bloc constitutionnel dans une nation? C'est pas possible. Il y a un fait, tous les textes qui ont été édictés par la suite et qui sont contraires à la Constitution, même s'ils n'arrivent pas à prononcer le nom de cette Constitution, soit on dit là, c'est celle de 96, modifiée, en 2008, celle de 72, vous savez, il n'y a personne qui puisse lire toute la Constitution du Cameroun. Donc c'est très compliqué, je ne sais pas laquelle est appliquée. Mais en attendant, ce qu'on nous présente comme étant la Constitution, tous les textes infraconstitutionnels que vous avez, que vous citez là, y compris les textes réglementaires, sont contraires à la Constitution et par conséquent n'existent pas du point de vue juridique. C'est une hérésie. Et comment? La Constitution établit l'égalité des citoyens. La protection des minorités ne peut pas être comme une valeur qu'on met en opposition au principe constitutionnel d'égalité des citoyens. Ça veut dire que l'État, et donc ces plénipotentiaires, ceux qui en ont mission de représenter le peuple dans la trilogie qu'est l'État, ces gens-là devraient prendre des mesures pour que des citoyens qui, pour des raisons géographiques, pour des raisons sociologiques et autres, se retrouvent en retard par rapport aux standards de niveau national, qu'ils rattrapent ces niveaux sans pour autant que des gens trouvent leurs droits mis entre parenthèses au motif qu'il faut équilibrer. Mais c'est pour cela que et pour dire cela, quand je dis que c'est une hérésie,
Donc que ce soit ces arrêtés, ces décrets et autres qui sont contre la Constitution, on doit cesser de les évoquer aujourd'hui. On doit cesser de les convoquer lorsqu'il s'agit d'un débat de cette nature. Je voudrais faire mien. Il a parlé tout à l'heure, Maître parlait tout à l'heure de ces recherches qui ont permis de conclure qu'à la réalité, ces textes sont encore en vigueur. C'est-à-dire, je parle là des textes sur l'équipe régionale, du fait que l'ordre gouvernant, le régime de M. Biya-Paul, avait constaté qu'au fil des années, une même communauté se retrouvait, peut-être c'est pas la communauté la plus intelligente, malheureusement peut-être qu'ils sont les plus nombreux, j'en sais rien du tout, mais simplement le politique camerounais a constaté que c'est les mêmes personnes qui étaient les plus nombreux dans les concours les plus stratégiques. Et donc pour des raisons de paix sociale... Attendez, je voudrais juste que l'opinion retienne, ceux qui ont oublié, qu'au-delà de ces recherches, c'est le porte-parole de M. Biya-Paul, M. Chiroma Bakari, qui déclare cela sur Canal 2 International, que je vous explique, c'est parce que des gens, on faisait concours tout le temps, on voyait que c'est les mêmes personnes, les mêmes ethnies. Il fallait qu'on organise cela pour que la République ne fonctionne plus comme ça. Et quand ce monsieur a dit ça, 2 mois après, il était nommé ministre et porte-parole, dont la parole qui venait ainsi de mettre sur la table était tellement intéressante qu'il fallait que M. Biya-Paul en fasse celui qui va porter désormais sa parole. Je cite là des médias, des contemporains et des gens. Donc, quand j'ai fini de dire ça, on ne peut pas aujourd'hui dire que c'est quelque chose d'intéressant. Nous sommes dans un régime de faux total. L'homme qui porte les ordres académiques aujourd'hui, monsieur, un très grand ami, un très grand professeur, Famdongo, il a été victime de cette affaire de lire, peut-être, mais c'est lui qui a posé les derniers actes, soit dit en passant. Donc, je peux lui concéder cela. Monsieur Fogué, qui est assis à côté de vous, il est souvent très humble. Il est pour moi l'exemple, je l'ai cité dans un ouvrage, l'exemple type du fait que le faux est installé comme ce qui doit permettre, en dehors de l'équilibre ethnique, la promotion des enfants de, je ne sais pas, X, Y, Z. Ce monsieur, professeur de son état, a été tabassé dans une université au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il a attrapé des tricheurs en plein. Et ces tricheurs ont été de qui? Des commissaires de Moïse Sankou, des prochains grands juristes et autres. Ils avaient les téléphones appelés. Alors, il y a quand même ce que je voudrais qu'on c'est important de le rappeler, oui, juste pour rappeler que ces messieurs qui ont été attrapés ont eu leur diplôme. Le ministre qui est encore là aujourd'hui n'a rien fait pour mettre ça sur la table comme un élément grave sur la méritocratie. Et donc, il est disqualifié de mon point de vue, ne serait-ce que pour ce cas d'école, pour nous parler de méritocratie, encore moins de méritocratie nationale ou régionale, ou clanique, ou sectaire, ou villageoise. Ok, donc ça veut dire qu'on se met d'accord que, de votre point de vue, sur le plateau, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. La question, ou bien les textes, ou si vous voulez, textes ou textes législatifs ou actes réglementaires pris en rapport avec cette équilibre régionale aujourd'hui, c'est anachronique, on ne devrait pas l'évoquer. C'est vrai que les arguments sont différents. Vous estimez que la Constitution est au-dessus et qu'on ne devrait pas évoquer ces textes-là en ce qui concerne cette affaire-là. Alors maintenant, la question que je voudrais poser, pour qu'on y voit dans le débat, le contexte donc qui avait donné lieu à la mise en place de ces dispositions légales, aujourd'hui, n'est plus le même et donc, par conséquent, on devrait passer à autre chose. On est d'accord là-dessus? Alors maintenant, passer à autre chose, ça veut dire quoi? Il faut proposer quoi de façon précise pour éviter justement de frustrer les minorités, entre griffes, et de garantir la paix sociale? Professeur Alain Foguet. Non, je pense que on ne peut pas garantir la paix sociale en noyant tout un peuple. Imaginez que nous avons une école de fabrication, de formation de pilotes. On prend quelqu'un qui n'a jamais pu résoudre une équation en 6e. On l'inscrit à l'école de formation des pilotes. Je ne suis pas sûr que ceux qui défendent la paix sociale prendraient le ticket pour monter à bord. Je ne suis pas sûr que ceux qui défendent l'équilibre régional iront se faire opérer à l'hôpital de Ngouazip s'ils savent que le médecin qui est à Ngouazip, c'est enfin un mécanicien que les parents avaient voulu voir médecin. Je ne suis pas sûr qu'on dormira tranquille dans ce pays. Si on sait que l'officier qu'on a fabriqué, formé pour défendre le territoire national est en réalité un inapte, il faut dire la vérité aux Camerounais. La question de l'équilibre régional est une pirouette qui permet à ceux qui gouvernent de placer leurs enfants. Quel est cet équilibre régional? Nous sommes le défi
Regardez, je ne vais pas m'étendre dessus, la DSCE. Hein? Le document de stratégie pour la croissance à l'horizon 2035. Mais nous entrons en compétition économique contre qui? Pas contre un Mundan, contre un Batoufam ou contre un Vélé. Non, c'est contre la Chine, c'est contre les États-Unis. Au lieu que nous sélectionnons, prenons une image plus simple. Nous allons en Coupe du Monde du développement économique. Au lieu qu'on mette Mila, Bell, qu'on mette Théophile Abega, qu'on mette nos grands joueurs, on prend Fogg et on lui donne le brassard. Seulement parce qu'on veut équilibrer. Quel est le résultat que nous en attendons à la fin? La compétition, elle est mondiale. Elle oppose le Cameroun à la Chine. Elle oppose le Cameroun aux États-Unis, à la France. Au lieu donc que nous présentions notre meilleure formation possible, nous mettons des mouilleurs. Nous les mettons sur la pelouse et nous attendons quel résultat à la fin. Le Cameroun doit former des médecins capables de soigner les Camerounais. Peut-être qu'on entretient cette histoire-là politiquement parce que ceux qui en profitent ne vont pas à l'hôpital au Cameroun. Mais oui, parce qu'ils savent que ces médecins-là qu'on fabrique politiquement, moi, je pense c'est pas... je pense qu'il y a une autre raison à cela. Peut-être, mais ces médecins politiques qui en réalité ne sont pas des médecins, ces laborantins politiques qui ne sont pas des laborantins, ces magistrats qui ne savent même pas, qui n'ont pas eu leur deuxième année de droit, qui ont bricolé pour être magistrats. S'ils rendaient justice dans les affaires qui concernent ceux qui gouvernent, alors ils feraient attention. Nous vivons ici. La masse des Camerounais a besoin de médecins formés. Quand vous allez à l'hôpital, vous n'avez pas besoin de parler la même langue vernaculaire avec l'infirmier pour être pris en charge. Vous avez un appendicite, vous voulez vous faire opérer, c'est tout. Que ce soit un macaque qui vous opère ou un tout pourri ou un bamileke, ça n'importe pas. Ça n'importe pas du tout. Pour ça, cela veut dire, donc, de votre point de vue, qu'en réalité, parce que quand je posais la question, je pensais que la difficulté se trouvait dans la pratique ou bien dans la mise en application de ces dispositions dont la loi déjà en elle-même, de votre point de vue, est mauvaise. Mais elle est très mauvaise. Pourquoi est-ce que ceux qui évoquent la paix sociale, M. Billet Boulou, il est au pouvoir depuis bientôt 40 ans. Mais on devrait aussi tourner, n'est-ce pas, pour permettre, n'est-ce pas, aux gens de Fong Fouca d'être aussi président peut-être pour 24 heures, à ceux d'Ambam d'être président aussi pour Ontoumou d'être président peut-être pour une demi-journée. Puisque ça aussi, on peut aussi dire que ça met en danger la paix sociale. La réalité, si M. Biya, en tant que président, règle les problèmes d'accès à l'eau, à l'électricité, aux infrastructures, on ne se rendra même pas compte de quelle région il est. On sait qu'on a affaire au président. De la même manière, dans un hôpital, le médecin qui vous soigne, vous n'avez pas besoin de savoir de quelle ethnie il est, ni l'instituteur. Application stricte et rigoureuse de la méritocratie, sans faire attention. Non, pas sans faire attention. Permettez. Ilia Kamga a dit quelque chose d'important. Il faut rattraper le décalage abyssal qui existe entre les parties du territoire. Il y a, c'est pour ça aussi que l'aménagement du territoire existe. Ça permet de rattraper ça. Mais le gouvernement, paresseusement, ça se fait comment l'aménagement du territoire. Ça se fait tout simplement. Vous avez, par exemple, si je prends le budget de l'éducation nationale, par exemple, sur une année, vous faites d'abord un constat, vous faites un diagnostic pour savoir... On fait la carte scolaire, la carte scolaire pour savoir quelles sont les régions les plus défavorisées. Et puis, sur votre enveloppe budgétaire, vous investissez beaucoup plus là-bas que vous n'investissez dans une région qui bénéficie déjà de toutes les structures. Et mieux, donc ça peut se faire. C'est des choses qui peuvent se faire. Moi, je dis que tout à l'heure, vous avez posé une question à laquelle il a répondu par une pirouette en disant que moi, je pense qu'il faut le dire, l'équilibre régional, malheureusement, dans ce pays, sert à beaucoup pour couvrir leurs défaillances. En réalité, c'est ça. C'est-à-dire que lorsque un peuple, ou une région, ou une ethnie, ou un groupe de population, parfois, je veux dire... à Douala, s'il n'y a pas d'eau, c'est le gars Douala qui est ici, il a soif. Moi aussi, Bamileke, j'ai soif. Le Béti a soif. Donc, quand quelque part il y a un problème, quand il y a un problème, un véritable problème qu'on n'a pas pu résoudre, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on donne quelques postes pour calmer les gens. C'est ce qui s'est passé, par exemple, à Maroua.
qui est une hérésie. Il a comme je voulais pas utiliser ce terme, tout à l'heure il parlait d'hérésie. Mais le concours d'entrée à l'école normale supérieure. C'est une hérésie. C'est une hérésie. Vous ne pouvez pas créer une école d'excellence comme celle-là. L'école normale dans tous les pays du monde, c'est des écoles d'excellence. C'est-à-dire que c'est les meilleurs qui doivent aller à l'école normale puisqu'ils se destinent à enseigner. Donc c'est les meilleurs. Et vous ouvrez, vous dites que tous ceux qui ont postulé sont admis. Alors, comment voulez-vous? La résultante, c'est quoi? C'est que dans 5 ans, dans 10 ans, quand ils sortiront, eh ben, vous aurez une baisse générale du niveau au Cameroun. Et vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce que le niveau baisse au Cameroun? Parce que aujourd'hui, n'importe qui est admis à enseigner, alors que c'est les meilleurs qui devraient être admis. Donc je pense que le véritable problème, c'est qu'il faut que les gens fassent leur travail. Une carte scolaire qui permette de rattraper sur le plan de l'éducation. Il y a plein de choses qu'il faut faire, mais il faut le faire au lieu de se dire que bon, puisque nous sommes en décalage, puisque nous sommes en retard dans telle région pour les questions d'éducation, pour les questions de santé, on va leur donner 2-3 ministres, on va leur donner 2-3 fonctionnaires et tout le monde sera content. Non, on tue ce pays en faisant ça. Donc il faut que ça change. Je termine juste. J'ai apprécié la parenthèse de mon ami Richard, mais ce que je voudrais dire et ce qu'il a dit est juste, et je suis heureux d'entendre un membre du RDPC le dire, parce que c'est même pas une question sur laquelle on devait polémiquer. Parce qu'en réalité, les Camerounais souffrent trop. Les Camerounais souffrent trop. Allez à Makari, allez à Dacheka, allez à Chatibali, allez voir. Il y a là-bas le président Ayang Luc. Il y a là-bas dans l'extrême nord le premier ministre, le vice-premier ministre Amadou Ali. Il y a à Tokombere, allez voir, il y a le président Kavaï. Mais les enfants sont assis par terre. Ce dont les gens ont besoin, ce n'est pas plus de ministres, plus de présidents, plus de directeurs, plus de généraux. Ils veulent l'accès à l'eau, ils veulent les soins. Et pour ça, c'est la politique qui va régler, pas la politique politicienne. Donc, comme homme politique, je pense qu'il y a une réalité, les distorsions entre les régions, mais il faut résoudre ces problèmes de manière politique. Moi, comme citoyen, je serais prêt comme pour manifester ma solidarité avec les autres régions du pays, qu'on mette un impôt, je ne sais pas, de 10 000 ou de 20 000 francs par an, si on explique que ça va rattraper le retard académique, le retard scolaire qui existe entre les enfants à l'extrême nord et ceux du littoral, par exemple, je paierai volontiers. Juste avant que Maître le prenne, juste avant qu'il ne prenne, parce que ça va permettre qu'il élabore mieux. Je ne serais pas prêt à payer cet impôt. Parce que justement, puisqu'on en parle à la réalité, le gouvernement de M. Biapol, les gouvernements de M. Biapol n'en ont pas conscience à la réalité. Ils ne peuvent pas résoudre ce problème. Le but 2014, vous savez vous prenez pour un seul département, ce qui est alloué pour un seul département. Le budget d'investissement public. Oui, le budget d'investissement public. Le département du président de M. Biapol, lui seul, vaut 2 régions, c'est-à-dire ce qui est affecté à l'intérieur. C'est-à-dire que peut-être parce qu'ils sont en retard. Oui, je ne sais pas s'ils sont en retard. Ah si, il faut y aller, tu verras. Je sais pas des choses incroyables. S'ils sont plus en retard que d'autres. Je parle en termes de département qui valent plus qu'une région. Je ne pense pas que le Djel soit plus en retard que l'Oncam. Soit dit en passant. Donc, lorsque vous avez de telles repartitions, vous avez par exemple le littoral ici, qui a par exemple la plus grande population en termes de villes simplement, n'a que 7% dans le BIP à la réalité, soit dit en passant. Vous ne pouvez pas... Et quand vous parlez de CAM, le CAM c'est dans le littoral, hein, c'est-à-dire qu'à côté, là, à côté. Mais le niveau de manque d'infrastructure qu'on a là-bas, ils sont moins contents aujourd'hui, mon ami, les Sanghaïs, on dit pas autant le dire, ils ont quand même une route qui arrive comme chez eux aujourd'hui. Par le passé, c'était pas quand même la chose la mieux partagée. Donc, de ce point de vue, je ne serais pas prêt à donner le moindre franc CFA. Parce que ce n'est pas de l'argent qui manque, c'est l'incapacité du pouvoir RDPC à comprendre les enjeux de développement. Parce qu'il est assis sur la mafia totale. Vous lui donnerez 1500, 5000 milliards, il ne pourra pas rééquilibrer le développement et partager en termes de trickle down, comme disent les économistes. Alors, sortant donc de cette question. Sortant de la question, s'il vous plaît. Parce qu'il faut que avant qu'on ne rentre sur le deuxième exemple. Premièrement, ce n'est pas une question d'individu. Ce n'est pas M. Biya. C'est nous tous. Non, pas moi. C'est votre frère qui est sous-préfet, non, pas moi. Qui est directeur des impôts, ou bien qui est fonctionnaire dans tel ou tel endroit. C'est moi qui le nomme. M. Biya n'a rien à y voir. C'est lui qui le nomme. C'est nous tous. En plus, non, je ne le nomme pas. Non. Je ne suis pas concerné. S'il vous plaît. Ne dites jamais c'est nous tous. Quand vous parlez... Allez-y, maître. Écoutez-moi. Nous avons des institutions dans ces pays.
les intellectuels ont abandonné l'Assemblée, abandonné le Sénat. Vous voulez que les tailleurs et les commerçants qui sont là vont faire quoi dans ces pays? Abandonner comment? Abandonner comment? Vous n'avez pas participé dans la politique de ce pays. Mais non, peut-être que vous n'avez pas participé. Allez voir les difficultés que nous avons rencontrées devant Fonka, le docteur Fonka Mazou pour participer. Finissez d'en mettre à jour. C'est pas quelque chose d'individu. Premièrement, le texte, n'est-ce pas, sur l'équilibre régional a été fait en 1975. Bien, il n'était pas chef de l'État, il n'était pas président de la République. Non, le dernier texte qui est signé par monsieur, juste pour la parenthèse, l'ancien ministre Gaga Aman, c'est 92. Hein. Le texte est appliqué, les quotas qui sont appliqués actuellement. Il avait démissionné, parce que lui a senti que ce qu'il avait Non, en tout cas, après, il a poursuivi sur la même lancée le président. Non, ce que je dis, c'est que nous, les Camerounais, il est temps, n'est-ce pas, au lieu de se plaindre, d'entrer en action. Absolument. C'est-à-dire, il ne faut pas blâmer X ou Y pour avoir fait ceci ou cela. Mais on trouve des solutions, n'est-ce pas, appropriées pour régler ces problèmes. Parce que si on va beau bavarder, après ici, n'est-ce pas, c'est fini. Chacun a chez lui. Et puis quoi? Donc, alors, pour qu'on se comprenne très bien. Ce que Maître dit est très important. Non, je vais repréciser. Il faut qu'on agisse. Parce que, Maître, ce que tu dis est très important. On manifeste, on n'est pas content parce qu'on n'a pas de route, parce qu'on n'a pas d'eau, parce qu'on n'a pas ceci. Le lendemain, on vous met un ministre, et bien tout le monde descend au village, on danse, on est content et c'est fini. Non, il faut arrêter. Alors, il faut arrêter. Non, c'est ce qu'il dit. Et il a raison. Il faut que ça s'arrête. Vous avez besoin de 2 km de route. Il faut tout faire. Vous avez les moyens, le pouvoir, la Constitution vous donne des moyens de défendre vos 2 km de route. Et si on vous propose un ministre à la place, dites non, nous voulons 2 km de route. On le dit donc comment? Alors, donc, il faut pour qu'on se parle du Premier ministre qui est là pendant presque 10 ans. Oui. Je connais ce monsieur, c'est un ancien magistrat. Donne-lui sans les mains liées, parce que vous ne pouvez pas nommer le Premier ministre et les partages. Il a les mains liées. Et partage son pouvoir avec. C'est vous qui parlez d'action, maître. Il a quel âge, maître? C'est vous qui parlez d'action. Mais pourquoi il ne démissionne pas? Pourquoi il ne démissionne pas? Non. Alors, moi, je voudrais qu'on se comprenne bien. Moi, j'estime en tant qu'anglophone que le système francophone a échoué. Tentons le système anglophone. Vous allez voir comme le pays serait le meilleur. Le Premier ministre a les mains liées. Il a quel âge, le Premier ministre? Pourquoi il démissionne pas? Pourquoi il démissionne? Pourquoi? Je voulais juste dire. Ici, chez vous, les francophones, lorsque quelqu'un démissionne, il devient opposant. Il gagne le procureur et le gendarme, mais il ne fait pas ce qu'il faut faire. Il y a 2 précisions que je veux noter que nous, les anglophones, nous avons une mentalité un peu différente. Lorsque il est là pour poser des actes, c'est dans le journal, les journaux que j'ai constaté qu'il se plaint que j'ai des ministres. Un ministre ne se plaint pas, il démissionne. Pourquoi il démissionne? Je voulais dire juste ceci. Vous ne pouvez pas savoir. S'il vous plaît, laisse-moi terminer. Il faut noter que dans nos systèmes de gouvernement, il y a ce qu'on dit secret d'État. On utilise le secret d'État pour faire l'équilibre régional, sans que ça se dise et ça se parle partout. On ne devait même pas savoir. C'est la meilleure façon de le faire. Mais ici, on a constaté que dans le système francophone, il faut toujours un texte. Et lorsqu'un texte est pondu là, peut-être par un ministre, ou bien par un premier ministre, ou bien par le chef d'État, ben là, ça pose problème d'interprétation. Alors, d'où le système francophone est fait sur la base des précisions. On en parle tout à l'heure, justement. Moi, je voudrais, s'il vous plaît, je voudrais... En 15 secondes, pour que je précise... Oui, la seconde, c'est juste que je ne veux pas laisser dire sur le plateau par mes amis du RDPC que nous avons la moindre responsabilité qui est engagée. Le type de système qui existe et qui a été mis en place par M. Biya-Paul lui-même, qui est au cœur du système, ne prédispose pas à ce qu'il multiplie sa responsabilité. Il est l'unique responsable et doit assumer ce qui arrive de ce qu'il a mis en place lui-même. Donc, il est question aujourd'hui que monsieur, mon ami Richard, ne nous dise pas que quand on nous nomme ministre, on va au village. S'il y a des gens, le système politique que monsieur Biya-Paul a mis en place permet qu'il se donne les élus qu'il veut au niveau local, qu'il crée la mafia nécessaire qui permet qu'on ponctionne les caisses de l'État pour se faire des recettes, pour descendre au village, applaudir ceux qu'on a donné. Donc, il est le seul responsable. Quand tu vas dans ton village, toi, tu vas dire aux populations de ne pas sortir. Moi, si. C'est ce que tu devrais faire. Je n'ai pas besoin. Il faut aller dans ton village, dire aux populations ne sortez pas, revendiquer vos 2 km de route. J'ai pas besoin, monsieur. Vous préférez venir rester sur le plateau. S'il vous plaît, je voudrais qu'on se comprenne très bien. La question que je posais tout à l'heure, j'ai pris 2 exemples en entendant l'émission.
la question du scandale lyrique et la question de la doléance des avocats anglophones. Et ce que je voulais mettre en relief, c'est le problème de l'unité nationale. On s'est mis d'accord qu'à Lyrique, il y a eu effectivement un problème. On peut peut-être considérer ce qui s'est passé à Lyrique par rapport à l'unité nationale comme un cache-sexe. C'est comme... Ça, c'est la lecture de Richard. Voilà. Alors, mais ce qu'il faut peut-être retenir, parce que vous êtes arrivé à la conclusion tous que cette loi n'est pas bonne, il faut respecter la méritocratie. Il faut respecter la méritocratie. C'est vrai qu'il faut tenir compte d'un certain nombre de retards pris ça et là, mais il faut mettre en place un système, une politique d'aménagement réel du territoire pour permettre de rattraper ce gap qui a été pris. Maintenant, c'est sur la politique justement qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, parce que les uns estiment que ceux qui sont au pouvoir et qui doivent implémenter cette politique pour que l'équilibre soit réel n'arrivent pas à le faire. D'autres estiment qu'il faut passer un peu plus à l'action. Le débat, on va le faire une autre fois. Moi, la question que je vais poser maintenant pour qu'on évolue dans le débat, justement, c'est avec vous, Maître Adjou, sur la question de la doléance des avocats anglophones. Et vous avez reconnu sur le plateau qu'il y a un problème anglophone. Ce problème anglophone, tout le monde peut-être le connaît d'une façon ou d'une autre. Comment peut-il être réglé de façon précise? On est là dans le sillage de la célébration de la fête de l'unité nationale. Il y a un ensemble de difficultés qui sont posées. Qu'est-ce qui doit être fait de votre point de vue en prenant le problème sous cet angle-là, de manière à ce que des solutions probables, des solutions efficaces soient suggérées pour consolider l'unité nationale? Oui, avant de parler des solutions, il faut d'abord comprendre le problème. Le premier problème que nous avons, c'est le problème des langues. Moi, je suggère, pour qu'on se comprenne très bien, je sais que vous êtes de culture anglophone, je suggère peut-être de le dire de façon simple, parce que quand vous dites vous, je voudrais rappeler que je suis anglophone. Donc allez-y. Non, non, nous sommes d'une autre génération, n'est-ce pas, qui est ni anglophone ni francophone. Et nous sommes Camerounais. Bon, quand je dis vous, c'est parce que ceux qui vivent, parce qu'il y a des anglophones qui n'ont jamais venu à Douala. Ils ne connaissent que l'anglais et ils sont restés là, ils ne comprennent pas ce qui se passe dans l'autre côté du pays. Bon, c'est à ceux-là. Ils sont habitués à parler en anglais. Pour forcer le français dans leur tête maintenant, surtout le français juridique, c'est très compliqué. Le premier problème. Deuxième problème, le common law, n'est-ce pas, n'est pas une loi codifiée. Et lorsque les lois deviennent codifiées dans le système common law, ça donne le droit, n'est-ce pas, à un certain nombre à plusieurs interprétations. Par exemple, en français, on peut appeler une maison, par exemple, un immeuble. Or, en anglais, la maison, c'est house. On sait que c'est house. Mais si on vient à codifier en parlant, en voulant définir ce que veut dire maison, c'est compliqué dans le common law. Troisièmement, les anglophones font l'effort de comprendre le civil law. C'est-à-dire, on fait tout pour comprendre comment ça se passe. Mais l'inverse n'est pas vrai. Dans le sens où on se sent comme si, n'est-ce pas, nous sommes obligés de comprendre le civil law, alors que à la base, c'est pas ça notre base. Donc, on se sent que le Cameroun, vraiment, les francophones n'estiment pas que nous existons pour nous donner quand même une place dans la cité. Ça, c'est des problèmes que les anglophones, n'est-ce pas, constatent tous les jours. Il y a également le problème des décisions de justice au niveau de la Cour suprême. Il faut imaginer qu'on tranche une affaire à Bamenda en anglais. Ça monte à la Cour d'appel, on s'est tranché en anglais. Arrivé à la Cour suprême, on donne ça à un magistrat qui ne connaît pas le common law. Et il rend une décision en français. Quel genre de jurisprudence qu'on crée? Alors, la suggestion que vous faites, c'est qu'il faut mettre en place une commission. Bon, oui, la meilleure suggestion, n'est-ce pas, de cette réunion pour moi, c'est le fait qu'il faut mettre en place une commission de réforme de loi ici au Cameroun. Avec ça, avec tous ces intellectuels-là, on va s'asseoir pour prendre de vrais textes. Qui seront appréciés pendant des années. Alors, peut-être, je vais donner la parole aux autres, mais je continue avec vous. Est-ce que dans la réflexion qu'on doit mener, il faut envisager, par exemple, une espèce d'harmonisation? Je me souviens qu'il y a quelque temps, on a parlé du Code de procédure pénale, qui était, je me trompe peut-être, une espèce de fusion entre l'ancien Code d'instruction criminelle dans la partie francophone et puis ce qui était fait dans la partie anglophone. Oui. Est-ce qu'il faut envisager une espèce d'harmonisation de ce type pour résoudre ce problème? Ça pourrait être une solution. Oui, effectivement, c'est ça le but. Il faut que les textes soient harmonisés. Par exemple, notre code du travail, c'est un texte harmonisé qui est utilisé partout dans le Cameroun, sans problème. Notre code pénal,
c'est un texte harmonisé qui est utilisé partout au Cameroun sans problème. Pourquoi pas les autres textes? Pourquoi on abandonne les autres textes pour créer la polémique? Ok. Alors maintenant, pour ouvrir le débat avec les autres, en dehors de cette question d'ordre juridique qui a fait l'actualité ces jours-ci, est-ce que, parlant du problème anglophone, il y a un certain nombre, est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'il faut mettre en relief pour justifier ou bien pour expliquer ce que beaucoup appellent le problème anglophone? Oui, parce que chez nous, les anglophones, la première chose, c'est que on était un État. N'est-ce pas, avant de joindre un autre État pour devenir une entité unique. C'est-à-dire une république République unie. Une république unie. Mais si on regarde dans l'histoire, lorsque ce plébiscite, n'est-ce pas, a été fait en octobre 1961, on a décidé de joindre nos frères francophones. Le plébiscite, c'était février 61, et puis la ratification, c'était octobre 61. Voilà. Je n'étais pas là, je ne suis pas encore né, dans tous les cas. Mais ce que je peux constater, c'est le fait qu'on avait une certaine façon de liberté ici dans notre zone anglophone. C'est-à-dire, tu peux même être accusé d'avoir tué quelqu'un. Mais tant que tu as les garanties de représentation, on ne te met pas en détention. Par exemple, tu peux même être accusé d'avoir tué quelqu'un. Mais lorsque tu as les garanties de représentation à l'audience, on ne te met pas en prison jusqu'au moment où tu sois condamné. Mais quand on vient ici, on voit le contraire. Les prisons sont pleines, n'est-ce pas? Les gens en attendent d'être jugés. Tu sais, ça, c'est pas normal chez nous. Quand on regarde, c'est pas normal. Mais le code de procédure pénale harmonisé l'indique clairement. Non, dans ce code-là, on a verrouillé, n'est-ce pas, les endroits qui concernent la liberté. La représentation même. Il faut noter ça. On a verrouillé ça. C'est devenu un peu compliqué. D'où les prisons sont même plus pleines qu'avant. Bon, peu importe. À l'époque, les partis politiques, n'est-ce pas, étaient là seulement pendant la période électorale. Et tout le monde, les débats et les discours étaient faits sur un seul plateau, avec tous les partis politiques. Vous venez dans la proposition, vous faites votre proposition de société, et tout le monde apprécie, et après ça, les élections vont se dérouler, et après ça, la première partie se taise, jusqu'au moment où il y aura une autre élection. Bon, c'est ce que nous avons vécu dans la zone. Il y avait 6 partis politiques qui vivaient ensemble sans problème, avec beaucoup de respect. Peut-être pour ne pas monopoliser la parole et permettre aux autres d'intervenir, quelles sont de votre point de vue les suggestions qui peuvent être faites? Quelle est la politique qu'il faut mettre en branle, en mouvement, pour que ces insuffisances que vous avez relevées puissent être... puisse être réglé de manière à ce que francophones, anglophones, que Camerounais de l'ex-Cameroun occidental ou Camerounais de l'ex-Cameroun oriental se sentent dans un seul pays sans frustration. Il faut la création d'une commission de réforme des lois. C'est tout simple. Avec ça règle une commission de réforme des lois. De lois au Cameroun. Tous les textes doivent être réformés, n'est-ce pas, pour que ça soit adapté à nos réalités. Il y a une Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est là seulement pour élaborer les textes envoyés par l'exécutif. Et très souvent, l'exécutif qui est là, n'est-ce pas, n'a pas assez d'experts, n'est-ce pas, pour sortir des textes. Regarde par exemple, on a pris, on a signé le traité OHADA. Comme les Camerounais, est-ce que les Camerounais ont participé même à la rédaction de ces textes? Je doute fort. Mais ça a été adopté au Cameroun, on l'a accepté. On l'a subi, on accepte que bon, c'est passé, oui, on l'accepte, sans qu'on laisse, n'est-ce pas, aux intellectuels de regarder. Alors, je ne sais pas si on comprend très bien la démarche de mettre... Il faut que dans la gouvernance de ces pays, on doit commencer à utiliser, n'est-ce pas, la société civile. Parce que la société civile, maintenant, est mieux outillée, n'est-ce pas, pour faire des propositions concrètes pour la bonne gestion de ces pays. Alors, sur l'ensemble des questions qui menacent... Il y a des problèmes culturels quand même, mais vous savez, moi... Je soutiens parfaitement votre revendication. J'ai toujours été... je suis l'un des écorchés de la République. Quand je vais dans cette partie du pays que j'ai connue enfant et qui était adorable et que j'adorais vraiment. Quand j'y vais aujourd'hui, je suis profondément blessé de voir ce qui s'y passe. Donc, je soutiens presque totalement la revendication anglophone à partir du moment où elle reste dans le cadre de la République.
Et seulement, je dois dire aussi une chose que j'ai constatée et qui m'a beaucoup fait mal quand je vais là-bas, c'est que j'ai l'impression que là-bas, tout le monde veut parler français parce que c'est la mode. C'est-à-dire que... Attendez, moi j'ai connu des... Toi, tu connais un peu la Belgique. Quand vous allez à Zaventem, là où il y a l'aéroport, par exemple, mais moi j'y étais, une fois, j'essayais de me renseigner en français. Personne ne vous répond. Pourtant, ils comprennent bien, mais ils ne vous répondent pas. Ils vous parlent dans leur langue. La même personne, vous la retrouvez de l'autre côté, en Wallonie, il va vous parler le français. En Flandre, ils ne vous parlent pas le français. Parce qu'ils font tout pour conserver leur langue. Comme ils savent que le français, les Français sont majoritaires, etc., et cherchent à les envahir, ils ont trouvé une solution très pratique. Chez eux, on ne parle pas le français. On parle. Alors, quelles sont... Voilà des choses. Voilà par exemple des choses que moi j'aimerais bien quand je vais à Buea parler anglais, mais quand je vais là-bas, je parle anglais. Comme mon anglais n'est pas parfait, ils se rendent compte que je suis francophone, ils sont les premiers à me parler français, alors que j'ai envie de parler anglais. Non, je crois que sur donc il y a des choses qu'il faut. Il faut faire une étude, Richard, parce que j'ai pas la même réalité que vous. J'ai plutôt justement l'inverse, c'est-à-dire que ce sentiment de rétrospection. C'est-à-dire que les gens rentrent vers eux là. C'est plutôt ça que j'ai pu vivre dans les différentes tournées que j'ai fait. Le repli vers soi, c'est-à-dire même le refus même. C'est-à-dire que dès que tu as... le sentiment que moi j'ai eu, peut-être vous avez vu une université comme Buea, ça peut être différent, mais dans des coins, dans d'autres localités. Dès que vous commencez à parler en français, vous sentez de la résistance en face de vous. Vous sentez de l'hostilité se développer très très souvent. Pas parce qu'ils n'aiment pas, ils sont pas capables. Tous les panneaux publicitaires sont en français. Non. Oui, tous les panneaux publicitaires. Il parle de la ville de Buea. Il parle de Buea comme universitaire. Même à Kumba, les panneaux sont. Ça c'est Buea, ça. se fait en français. Donc la plupart des localités, vous allez à quand même extraordinaire. ne sont pas seulement à Bamé-David, moi je parle de Kumbo, et ainsi de suite et tout. D'accord. Ma question, cela étant dit, oui. j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, maître. D'abord, le postulat de base, c'est que la revendication anglophone est celle que nous partageons totalement. Le problème anglophone, c'est un problème réel au Cameroun. Mais il ne se décline pas seulement sur l'angle juridique. Vous avez des formations professionnelles obligent. Vous avez questionné... Davantage zoomé sur l'aspect juridique. Les aspects où vous êtes le plus outillé. Mais il y a une dimension purement politique de la question qui est là. Et il va falloir mettre sur la table parce que les autres ne poseraient pas simplement ces problèmes-là. Il y a des problèmes qui sont beaucoup plus globaux, de mon point de vue. Parce que les revendications, par exemple, du SINC ne se limitent pas simplement aux questions des textes. C'est des questions fondamentales. Pour eux, pour ces personnes, pour ces gens-là. Ce groupe-là. Oh oui, ce groupe-là. Donc il y a cette dimension juridique, il y a une dimension politique, il y a une dimension culturelle. Tout ça, ça participe d'un construit global qu'il va falloir mettre sur une table de négociation. Je partage avec vous, enfin, l'idée d'une commission de loi. D'ailleurs, dans l'offre orange que nous avons mis sur la table comme élément de transition, la commission des lois, qui doit être faite par une nouvelle constituante, est une proposition fondamentale. Parce qu'il faut repenser tout ça. Mais simplement, et Alain Fogel l'a dit tout à l'heure avec beaucoup plus de maestria que moi, il faut éviter à ce moment-là de faire du débat anglophone ou de la réponse au problème anglophone un élément déclencheur d'une autre somme, d'une mosaïque d'autres problèmes qui devraient jaillir sur la société camerounaise. Et donc, à un moment donné, il faut savoir se mettre sur la table et dire quels sont les problèmes que nous avons. Et la démarche pourrait être laquelle, justement? Des gens, de manière claire, ont posé des problèmes clairs sur la table. Au-delà d'un problème grave comme le problème Bamileke, du point de vue anglophone, le problème anglophone, il y a sur le plan historique un problème global qui a été mis sur la table, le problème Bamileke par le colon déjà par l'avance. Et les théoriciens du régime de Biya l'ont clairement indiqué de manière dans toute leur littérature. M. Biya a été interpellé par rapport à ça. Et tous ceux qui sont les théoriciens de cet anticommunautarisme-là par rapport à des communautés bien ciblées sont au pouvoir. Donc c'est un problème tout aussi réel. Donc il faut identifier comme ça les nordistes, les ressortissants du Nord, à un moment donné, se sont assis, ont sorti des tas de mémorandums pour présenter des problèmes du Nord. Les Sawa, à un moment donné, ont posé un certain problème qui était réel. Peut-être qu'ils estiment que, bon, ayant leur ville, la ville de Douala, étant devenue une ville cosmopolite, la capitale régionale, ça leur pose un problème. Justement cela qui rend complexe. Est-ce que ce n'est pas cela qui rend complexe justement la démarche qu'il faut mettre en mouvement pour répondre à cette préoccupation? On ne fuit pas un problème quand on veut le résoudre. Il faut d'abord accepter l'existence d'un problème pour pouvoir poser la problématique de sa résolution. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas dire que le problème n'existe pas.
Il existe maintenant. À quel degré il existe? Il faut que les gens se mettent sur la table pour discuter. Les Zoulous en Afrique du Sud ne représentent pas 20% de la population sud-africaine. Mais ils ont quand même mis sur la table un problème qui a été constitutionnellement réglé à la réalité. Donc l'ensemble des communautés les plus représentatives en Afrique du Sud se retrouvent au Parlement sud-africain. Parce que c'est mis ensemble post-apartheid, dans les négociations en fait, entre post-apartheid, si on peut dire en ces termes, on a dit quels sont nos problèmes. Comment on gère les Noirs? Comment on gère les NC? Comment on gère les Zoulous? Comment on gère les handicapés? Comment on gère... Et ils ont pris toutes ces minorités, toutes ces majorités, tous ceux qui sont battus, tout le monde sur la table, une nouvelle conscience est mise en place, et on a trouvé une mécanique endogène qui permet aujourd'hui constitutionnellement de gérer le problème et des minorités et des majorités et de produire un parlement suffisamment représentatif qui lui produit des lois qui soient des lois acceptées par les uns et les autres. Donc, en fin de compte, au Cameroun, la solution est simple. Si M. Biya et son saison pouvaient l'appliquer, c'est de convoquer une constituante au-delà du RDPC simplement. On ne peut pas chaque fois dire qu'il y a, un parlement, alors qu'on sait que c'est des gens qui sont totalement nommés. On ne peut pas à ce parlement-là. Donc il faut une constituante. Il faut une constituante qui dépasse les partis politiques, qui appelle l'ensemble des communautés et des représentants des communautés, qu'ils s'assient pour pondre d'une part, permettez-moi l'expression, comme ça, une nouvelle constitution véritablement endogène. D'abord, et des lois de vivre ensemble, qui sont des lois infraconstitutionnelles qui permettraient aux différentes communautés, y compris la communauté anglophone, de se sentir comme au Cameroun. Vous voyez, mon ami tout à l'heure, inconsciemment, a prononcé le « nous » cette fois, dans une allocution de 3 minutes. C'est pas lui qui le fait, c'est-à-dire que le nous, ça dit que, vous comprenez que c'est la négation de l'appartenance à la communauté nationale. Mais c'est pas lui le problème. C'est comme ça qu'on a conçu ça. On pense à nous et les autres, les anglophones. Et lui aussi, il dit nous, les anglophones, et non les autres. Et donc, il faut réussir à un moment donné à comprendre que c'est un problème, il faut le résoudre. Et comment? Voilà la solution que nous suggérons. Alors, professeur Alain Fogué, commission constituante, vous? Non, je pense que sans s'en rendre compte, Maître a instruit le procès de son parti. Il s'est rendu compte que l'absence de démocratie que nous dénonçons en permanence joue des tours à la communauté anglophone, comme ça joue des tours à d'autres, à des classes sociales, enfin aux travailleurs, à toutes sortes d'organisations, de regroupements. En réalité, et j'ai bien aimé, Maître a défendu le Premier ministre Yan, que si on lui laisse les mains, mais qui va lui laisser les mains? Il est Premier ministre, il est majeur, sauf erreur de ma part. Donc, tout ce qu'il fait, il le fait de manière consciente. Il est très heureux d'être à la primature. Et il est très heureux de ne pas être préoccupé par les problèmes anglophones. Sauf quand il vient dans les réunions villageoises. Il vous dit on veut faire, ça ne se fait pas. Qui doit faire? C'est lui. C'est lui qui doit faire. Quand il vient le dimanche dans la réunion villageoise, il dit oui, mais those francophone people, they don't want something to change. But it is not, he is not saying the truth. The truth is that he is in charge to manage the government. But he don't take care of Anglophone problems. He wants to have his car, his new car. Have a good house. It is all. And it is the same problem since the beginning. If we take the history, we will observe that since the beginning at Fumban meeting and so on, Anglophone representatives came there only to find how they can obtain, how can I say it, to manage their interests, only their interests. Alors ça veut dire qu'il y a une dimension politique, ça, c'est une mais maintenant sur... C'est une si vous permettez, il ne faut pas rajouter au problème anglophone. Moi, je vous ai écouté. Sur l'approche, professeur Fogué, il a parlé d'une commission comme ça d'un groupe. C'est un groupe non, avec des intérêts divergents. Tu ne peux pas dire que tout le monde pensait la même chose. Non, je n'ai pas dit que tout le monde pensait. Il y a quand même des gens comme Folon qui sont des grands universitaires pour lesquels tu as beaucoup de respect. Tu ne peux pas dire que Folon est allé faire du folklore. Il ne faut pas instruire mon procès en ma présence. Si ce que je dis, j'ai un très mauvais anglais. Peut-être que mon anglais ne traduit pas très bien ce que je voulais dire. J'ai dit qu'à Fumban, les représentants des anglophones, dans leur majorité,
ont parfois somnolé quand il fallait défendre l'intérêt de la communauté. Pas tous. Ah bon. Et c'est une histoire qui continue. Cette même histoire, le Premier ministre Yang est Premier ministre depuis 10 ans. Vous pensez qu'il est déjà allé voir son patron un jour, lui demander aux gens, lui dire, Monsieur le Président, c'est grave. Les anglophones sont victimes d'une forme de marginalisation. Que les textes officiels ne sont pas traduits. Lui qui est Premier ministre, il est allé dire ça, que quand on prépare, on fait le concours de l'ENAM. C'est sur la base de la nomenclature académique francophone, n'est-ce pas? Ça veut dire que le candidat anglophone qui arrive, il arrive un petit peu handicapé. Qui est le chef du gouvernement? C'est M. Yang. Mais M. Yang ne s'occupe pas de ça. Il s'occupe de son confort, comme son président s'occupe du tien. C'est tout ce qu'ils font. Donc maintenant, sur l'approche. Sur l'approche. Elle n'est pas seulement politique. Non, elle est essentiellement politique. Parce que Maître n'a pris qu'un aspect qui concerne sa profession. Vous vous rendez compte? Et c'est grave que quand les textes officiels, là, pour les avoir, on doit les produire simultanément en français et en anglais. On pourrait aller encore plus loin. Est-ce qu'on ne pourrait pas harmoniser le système éducatif? Prendre ce qui est bon, permettez que je m'exprime. Le RDPC a l'habitude quand même de s'accaparer du micro. Il y a des travaux. Il y a des travaux dans le sens justement de cette harmonisation-là, mais qui ont du mal à évoluer. Voilà. Si c'est la panache. Si le RDPC peut me laisser m'exprimer. Alors finissez, vous êtes sur les solutions, vous finissez. Non, je vois qu'il a coupé le fil, mais l'important c'est de dire que c'est d'abord une question politique, éminemment politique, et ensuite, c'est un problème de démocratie participative. Parce que voyez-vous à Santa, vos camarades du RDPC qui sont envoyés à l'Assemblée, ils sont envoyés à l'Assemblée sur quelle base? C'est parce que Yaoundé a décidé, que le RDPC a décidé de Yaoundé, que tel sera député. S'ils allaient à l'Assemblée étant élus sur un projet, les populations de Santa, et par extension, les populations des zones anglophones diraient aux députés, si vous allez à l'Assemblée et que vous pensez que vous nous représentez, voilà ce qu'il faut aller dire là-bas. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire à l'Assemblée? C'est soigner leur train de vie. Mais c'est un problème. Okay. C'est un problème anglophone, ça. C'est un problème anglophone. Tu vas me dire c'est le problème de tous les élus au Cameroun. Pourquoi tu en fais un problème anglophone? Non, mais c'est pour ça qu'il y a un problème de démocratie participative. Si je prends la parole, c'est pour dire une seule chose. D'après lui, hein. Moi, je suis pour la diversité. Vous parlez depuis d'harmonisation. Pourquoi vous voulez harmoniser? La diversité, c'est une bonne chose dans un pays. On fera deux concours de l'ENAM. Moi, je voudrais... Oui, au Canada, ça se fait et on n'en meurt pas. Tu me diras, c'est un système fédéraliste. Mais il faut choisir le fédéralisme. C'est un choix politique. Il a dit que c'est politique. On n'est pas obligé. Mais attends, est-ce que c'est mauvais? C'est hybride. Est-ce que c'est mauvais? C'est trop compliqué. Scientifiquement, demande-moi pourquoi c'est mauvais. Demande-moi scientifiquement pourquoi c'est mauvais. Moi, personnellement, je dis pas que c'est mauvais. Mais je ne suis pas d'accord que pour le concours d'entrée au barreau, que les candidats anglophones rencontrent des difficultés. Non, je dis ceci. Et pour ça, pour anticiper donc... Juste une seconde, pour anticiper, pour éviter qu'on fasse deux concours du barreau, un pour les anglophones, un pour les francophones. C'est pas important. Dès la base, sur le plan politique, on peut s'organiser à mettre en place un parcours scolaire qui intègre les différents aspects. C'est pas important, c'est même dangereux. Parce que c'est l'harmonisation qui va conduire à la mort de l'une des deux. Si c'est fait démocratiquement, non, même si c'est fait démocratiquement, à la fin, parce qu'on a harmonisé, on finira par un seul système. Moi, vous êtes donc pour le fédéralisme? C'est pas un problème de fédéralisme. S'il y a le fédéralisme académique, pourquoi ne devrait-on pas avoir le fédéralisme politique? Tu as dit que je te laisse parler, laisse-moi parler. Moi, je dis que c'est une richesse immense que d'avoir deux cultures dans ce pays. Je veux absolument la conserver. Et que chacune des cultures soit conservée avec ses spécificités. Moi, je ne me plains pas. Si je vais commettre une bêtise ou si je vais faire des affaires en zone anglophone et que je sois soumis au texte anglophone, je ne m'en plaindrai pas. Vraiment, je ne vois pas en quoi c'est un problème. Je dis que aujourd'hui, moi, je suis mes enfants. Je suis francophone. Moi, j'ai fait toutes mes études du côté francophone. Mais tous mes enfants sont à l'école chez les anglophones. Et j'apprécie. Non, c'est pour te dire que je suis pour, j'accepte, j'admets, je trouve que c'est une richesse qui est cette diversité. C'est une richesse. Donc, arrêtez de parler d'harmonisation, harmonisation. Les problèmes sont beaucoup plus profonds.
Les problèmes sont Alors, de plus façon profonds. pratique, C'est parce donc, qu'aujourd'hui- comment cela rejaillirait c'est parce sur la qu'aujourd'hui, gouvernance, parce que pour c'est moi, là la la façon préoccupation dont de je l'info. vois les choses, c'est qu'il y a cette tentative de colonisation. C'est justement ce que vous appelez harmonisation. Il y a cette tentative de faire disparaître une culture avec toute sa richesse. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, mais je dis ce qui se passe aujourd'hui. Je n'ai pas dit que c'est ce que tu dis. D'accord. Mais je dis que ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça. C'est dramatique. C'est dramatique quand je vais à Boya, Là, on est quand d'accord. je vais à Lim et quand je vais à machin, et que je vais, j'ai envie de discuter avec une maman sur le bord de la route et que je m'entends en train de parler français. Je dis, nous sommes en train de perdre quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes connus dans le monde comme l'un des rares pays avec 2 langues, où on parle 2 langues. Pays bilingue. Mais ça a fait notre richesse. Il y a des gens qui sont venus nous voir pour ça. Parce que nous étions quand même quelque chose de particulier. Pourquoi vous voulez que ça disparaisse? Non, moi, je Pourquoi veux pas voulez-vous que que ça ça disparaisse? disparaisse, bien au Et contraire. je pense que leur problème, c'est aussi ça. C'est-à-dire que respecter ce qu'ils ont, qui est une valeur fondamentale, qui est une richesse pour le Cameroun. Aujourd'hui, nous avons Vous ne trouverez aujourd'hui, pas nous avons meilleur la possibilité. avocat de la cause que le MRC. C'est Aujourd'hui, le RDPC qui gouverne. Au lieu de plaider la cause, agissez. Non, aujourd'hui, nous sommes heureux de dire que nous sommes dans la francophonie et dans le Commonwealth. Nous sommes heureux de le dire. Mais alors, pourquoi est-ce que vous voulez qu'on harmonise? C'est quoi harmoniser? Attends, le problème, justement. Quand la différence est une richesse, il faut la conserver. Il faut détruire la différence quand elle nuit. Mais quand c'est une richesse, il faut tout faire pour la conserver. Et moi, je pense que c'est une belle chose. Je vais à Boya, je parle beaucoup de Boya parce que j'y vais souvent. Je pleure de ne plus voir ces maisons sur pilotis qui faisaient la beauté de Boya. C'était extraordinaire. C'était vraiment... Tu avais l'impression de vivre autre chose. Aujourd'hui, nous avons le plan architectural de Boya fait que Boya ressemble à n'importe quelle ville ici. À Edea ou à Douala ou à machin. Moi, je m'en plains. Je m'en plains. Maître Achou, sur la question, est-ce que le levier est essentiellement politique, comme l'a indiqué Alain Fougué, de votre point de vue? Oui, c'est politique également. Parce que lorsqu'on parle, n'est-ce pas, d'une commune réforme de loi, c'est parce que j'ai constaté tous les textes chez les francophones doivent être codifiés. Tout ce qu'on doit appliquer, soit juridique, social, économique, doit être écrit quelque part. Ça veut dire qu'en fin de compte, n'est-ce pas, tout, la base de tout, c'est la loi. Si les lois soient bien réformées, nous n'avons pas de problème. Revenons à cette histoire d'harmonisation. On est pratiquement à la fin, il faut lorsqu'on parle d'harmonisation, cela ne dit pas que le système civil law va disparaître et le common law va disparaître. Non. On peut tomber d'accord que les deux C'est ce que nous existent disons. et ça marche. Ce que nous refusons, c'est l'assimilation. Voilà. Nous sommes On ne doit d'accord. pas assimiler les sommes anglophones d'accord. dans le système de civil law. Ok. C'est ça que nous reprochons. Ok. Je voulais juste... Il y a Kamga, on est pratiquement Non, à la je fin de voulais juste l'émission. dire- En termes de conclusion. Non, en termes de conclusion. Oui, bien sûr. En fait, c'est l'observation, c'était D'accord, juste- faites l'observation. donc. L'observation d'abord, c'était de dire que je ne sais pas par quel raccourci intellectuel mon ami Richard veut nous amener. Parce que quand Alain Fougué parle d'harmonisation, il n'a pas dit que c'est une assimilation. Il a bien dit tout à l'heure. Heureusement que- Parce qu'à la réalité, on a déjà commencé des mécanismes d'harmonisation dans d'autres secteurs, comme dans le code de procédure pénale, et ça marche pour tout le monde, et tout le monde est satisfait. C'est de dire simplement qu'on est en République, on a ces deux richesses. Comment harmoniser pour que le gars qui est du système, qui vient de Boya ou de Bamenda, ne soit pas en déphasage par rapport au gars qui est à Yaoundé et à Douala? C'est de ça l'harmonisation. Ça ne veut pas dire assimiler quoi que ce soit. Et des exemples, comme je l'ai dit, sont déjà là. Code procédure pénale, ainsi de suite, le type, les mêmes configurations de paquets. Ça, c'est l'harmonisation. Aujourd'hui, au tribunal, vous avez les mêmes configurations qu'il y a 5 ans. À 5 ans, les configurations à Boya étaient différentes et à Douala, c'était autre chose. Donc, quand vous venez plaider, par exemple, à Douala, dans une zone francophone, vous avez des soucis. Il n'y a pas de cross-examination, ainsi de suite. Absolument. Ce sont Donc, des innovations. c'est de ça qu'il s'agit. Ça n'a rien à voir avec une assimilation d'une culture par une autre. Maintenant, vous me posez la question de savoir, on sort, quelles sont les solutions? C'est de ça que vous posez. Absolument. Non, il n'y a pas de 1000 solutions. D'abord, le postulat de base qui ne pourra pas être présenté comme faux à la démonstration, c'est que le problème est essentiellement politique. La négation politique du problème empêche toute possibilité de sa résolution. Le traitement qui est aujourd'hui accordé au SINC, par exemple, montre la prédisposition du RDPC à ne pas considérer le problème anglophone dans sa globalité. Il faut mettre ces gens sur la table, discuter avec eux, si c'était ça, discuter avec eux, comprendre tous les fondamentaux des problèmes qu'ils posent. Quand on dit qui veut le plus, hein, voilà. Donc ça veut dire que la revendication sur le sécessionnisme n'est pas, si vous n'avez pas mis ces gens sur la table, pour qu'ils vous disent que c'était la revendication extrême. Ils peuvent demander le fédéralisme, la sécession,
parce qu'ils veulent en fait le fédéralisme ou peut-être une décentralisation plus élargie dans laquelle les régions anglophones ont plus de pouvoir. Mais donc, demander le plus pour obtenir le moins. Il faut discuter avec eux. Et pour cette discussion-là, le régime de M. Biya-Paul est disqualifié pour pouvoir le faire, puisqu'il ne peut pas produire quelque chose de positif pour le pays aujourd'hui. Professeur Alain Foguin, en termes de conclusion. En termes de conclusion, je dois simplement rappeler que quelqu'un ne peut pas vous dire qu'il a mal à l'estomac et vous lui dites qu'il n'a pas mal, parce que c'est lui qui sent mal. Je pense que nos compatriotes anglophones sentent mal quelque part. Nous devons de les écouter. Bon, il faut aussi constater que le pouvoir en place est frappé d'autisme. Il n'écoute personne. Pas sur cette question-là que sur une autre. Il n'écoute personne. Sa marque de fabrique, c'est de montrer qu'il défie tout et tout le monde en permanence. Mais nous pensons que sur cette question sur cette question anglophone spécifiquement et sur cette question de l'unité, il en va même de la survie du pays. Ce pouvoir ne perdrait pas la face s'il essayait de comprendre, d'ouvrir une discussion avec les compatriotes anglophones pour chercher les meilleures solutions à condition que nous restions en République. Là-dessus, la position du MRC est claire. Et je terminerai en disant que tout ce qu'on évoque, la question anglophone, lyrique, ce sont les dysfonctionnements d'un système. Le Premier ministre, je suis désolé de reparler de lui, il est Premier ministre. Je le respecte comme Premier ministre, comme citoyen, donc il est le chef du gouvernement. Mais il ne peut pas s'adresser à son président. Parce qu'on a déifié, et lui avec, ils ont déifié M. Paul Biya. Il ne peut pas aller le rencontrer pour lui dire les gens ont mal. Il ne peut pas. C'est quelque chose de surnaturel pour lui. On a déifié M. Biya. Et M. Biya fait comme il veut, quand il veut, avec le sort des Camerounais. Mais il faut donc qu'il écoute pour une fois, au moins, ces Camerounais qui disent qu'ils ont des problèmes, et leurs problèmes sont réels. Richard Coco. Oui, moi, en guise de conclusion, je voudrais faire deux propositions. La première concerne l'équilibre régional. Je pense que il faut utiliser les mots qu'il convient. Ce qu'on fait au Cameroun jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas l'équilibre régional, c'est l'équilibre ethnique qui n'est pas bon pour le pays. Si on veut véritablement faire l'équilibre régional, par exemple pour les grands concours, ce serait très simple. Il faut qu'on organise des concours au niveau des régions. Nous avons aujourd'hui des régions. Chaque région devrait faire son concours et les meilleurs iraient à Yaoundé pour aller à l'ENAM ou à l'IRIC ou dans les grandes écoles. Là, on aurait véritablement un équilibre régional. Maintenant, sur l'unité nationale, bon, je pense que si nous commencions déjà par résoudre ces problèmes, prendre les problèmes des groupes tels qu'ils sont, c'est-à-dire aller vers ces problèmes, essayer d'en discuter, notre unité nationale serait sauvegardée. Mais si on continue d'avoir une vision assez hautaine de ce qui se passe sur le terrain, un jour on finira par le payer. Et je pense que la plupart des problèmes sont facilement solvables. Il suffit de s'asseoir et d'en discuter. Maître Achou. Oui, pour terminer, je vais seulement dire, lorsque les avocats s'essayent pour parler des problèmes, il faut que le pouvoir en place prenne ça avec beaucoup de précautions. Et regarde ça dans tous ces détails avant que ça déborde la vase. Et considérant, je vais dire à mon frère MRC que les communications avec le Premier ministre et le Président est confidentielle, vous ne pouvez même pas savoir. Mais les résolutions des problèmes doivent être publiques. S'il vous plaît. C'est ça le francophone, vous pouvez me bavarder comme ça. Vous bavardiez dans mon temps, cher maître. Finissez, Maître Achou. C'est confidentiel, vous ne pouvez pas savoir. Donc nous, on suppose seulement, on présume. Mais comme je vous dis, le problème de RDPC dans ces pays, n'est-ce pas, n'est pas le parti. Le parti est bien géré. Le parti n'a pas de problème. Mais ne mélange pas les fonctionnaires qui gèrent mal comme étant les membres de RDPC. On ne peut pas vous laisser dire ça. Qui nomme les fonctionnaires? Votre président a été au gouvernement. Il a fait quoi? Alors, on ne va pas refaire ce débat. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateto. Merci, Hilaire Kamga, d'être venu sur le plateau de ce débat. Merci à Maître Achou, merci à Richard Coco. Professeur Alain Foguet, merci d'avoir fait le déplacement pour cette émission 237, le débat qui s'achève. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé ce débat. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour notre livraison de 237, le débat. Bonsoir.